Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler des disparitions des enfants Orang Asli. Nous sommes le 23 août 2015, près de Guan Musang, une ville moyenne de l'état de Kelantan, à environ 250 km au nord de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, en Asie du Sud-Est. Au nord de Guan Musang s'étend la réserve forestière de Bala, une vaste région sauvage. Contre toute attente, cette zone de jungle accueille quelques écoles, telles que la Sekoya Kebanzan Post Toho, située dans le village de Post Toho, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Guan Musang. Cette école primaire s'avère extrêmement isolée. Pour l'atteindre, il faut suivre une interminable route en terre qui serpente à travers les collines couvertes d'une végétation exubérante. L'établissement accueille exclusivement des enfants appartenant à la communauté des Orang Asli, le peuple autochtone de la Malaisie péninsulaire. À l'instar des aborigènes en Australie, les Orang Asli, hommes des origines en Malais, ont été les premiers habitants. Connus de la Malaisie, issus de familles vivant dans des lieux reculés de la forêt, à une journée de marche, tous les enfants scolarisés à Post Toho sont pensionnaires. Ils passent la nuit sur place, dans des dortoirs, et ne rentrent chez eux que tous les 3 mois. Le dimanche 23 août 2015, vers 18 h, des enseignants se rendent compte que 7 élèves, 6 filles et un garçon, manquent à l'appel. Leurs noms et âges sont les suivants: Linda Rosely, 8 ans, Sassa Sobri, 8 ans, Ika Ayel, 9 ans, Norienne Jacob, 10 ans, Mirsundia Alouj, 11 ans, Juvina David, 7 ans, et Ekal Jacob, 8 ans, le petit frère de Norienne. Où sont passés les enfants? Ont-ils juste fait l'école buissonnière, le temps de quelques heures? Le personnel scolaire inspecte les bâtiments ainsi que le terrain de l'établissement, en bordure de jungle. En vain. À la tombée de la nuit, les élèves restent introuvables. Le lundi 24 août 2015, les 7 enfants n'ont toujours pas réapparu. À l'issue d'une enquête interne, la direction de l'école suppose qu'ils ont tous fugué. Ils auraient quitté les lieux par crainte d'être punis pour s'être baignés sans autorisation dans la Sungai Perias, une rivière proche de l'école. Apparemment, des élèves plus âgés avaient déjà fait l'objet de sanctions pour des faits analogues, peu de temps auparavant. Et tout porte à croire que les petits sont certainement partis dans la forêt. En effet, ils ont facilement pu sortir du terrain de l'école, vu que le grillage d'enceinte est cassé. Au cours de la journée, les responsables scolaires signalent la disparition à la police. Les familles des enfants sont également prévenues. Le mardi 25 août 2015, les forces de l'ordre démarrent une opération de recherche et de sauvetage dans la réserve forestière de Bala. Des villageois et des membres du JAKOO, le réseau des villages Orang Asli de la province de Kelantan, viennent spontanément aider les policiers, qui utilisent des chiens spécialisés dans la traque humaine. Pendant 3 jours, les battues ne cessent pas sur le terrain collineux et boisé qui entoure l'école de Post Toho. Malheureusement, elles ne produisent aucun résultat. Le samedi 29 août 2015, 6 jours après la disparition des enfants, la zone des recherches est étendue profondément dans la jungle. Le porte-parole de la police déclare penser que les enfants se sont perdus dans la forêt tropicale et que, maintenant, ces derniers cherchent probablement de la nourriture. Chez les parents, l'inquiétude ne faiblit pas depuis une semaine. Le mardi 1er septembre 2015, les autorités qui poursuivent leurs efforts indiquent qu'une paire de bas blancs a été trouvée vers 11h30 dans la jungle, à environ 1 heure de marche de l'école, et que ce vêtement constitue potentiellement un indice de la présence des enfants dans le secteur. Par la suite, l'information est démentie. Il est confirmé que cette paire de bas n'a rien à voir avec la présente affaire. Les forces de l'ordre indiquent que l'opération de recherche va être intensifiée jusqu'à ce que les 7 disparus soient localisés.
Des hommes du service d'incendie et de secours et du département de la défense civile viennent renforcer les effectifs affectés aux recherches. Le mercredi 9 septembre 2015, les enfants n'ont toujours pas donné signe de vie. Les fouilles, qui n'ont cessé durant 8 jours, se sont avérées infructueuses. Les pouvoirs publics malaisiens décident de faire monter en puissance l'opération. Plus de 200 hommes supplémentaires, membres des forces armées malaisiennes, se déploient dans la jungle pour localiser les disparus. Les personnels au sol sont appuyés par pas moins de 4 hélicoptères de combat Agusto de la Malaysia Air Force. Dans les jours qui suivent, les appareils vont survoler sans relâche les collines. Tous ces efforts se révéleront une fois de plus sans résultat. Le jeudi 17 septembre, on ignore toujours ce qu'il est advenu des 7 écoliers. La zone d'exploration est étendue à un rayon de 20 km, autour de l'école, leur dernière localisation connue. Le 28 septembre, les recherches sont toujours au point mort et l'affaire prend une dimension nationale et politique. Pour contrer les accusations antiracistes selon lesquelles l'État malaisien ne mettrait pas tout en œuvre pour retrouver les 7 enfants, du fait de leur appartenance à la minorité Orang Asli, le vice-premier ministre malaisien se justifie en personne dans les médias. Il déclare que plusieurs centaines d'hommes et 8 agences gouvernementales les cherchent toujours dans la réserve forestière de Bala. Le haut membre du gouvernement, qui a rencontré lui-même leurs parents, indique que les battues en forêt se poursuivront aussi longtemps qu'il le faudra. Enfin, il précise que les autorités n'excluent pas la possibilité d'un acte criminel dans ce dossier. Les enfants pourraient avoir été enlevés et être retenus prisonniers, quelque part dans la région. Les familles des disparus craignent, elles, que les petits ne soient tombés entre les griffes de trafiquants d'organes, à l'instar d'autres affaires de disparition en Malaisie. Elles réclament l'assistance d'un chaman afin de les aider à les localiser. Le 1er octobre, les sauveteurs demeurent toujours impuissants à retrouver les 7 enfants. Pendant 3 semaines, 450 personnes ont fouillé inlassablement la jungle. Seulement, ils n'ont pas trouvé la moindre trace des disparus. Fait étrange, les nombreux chiens renifleurs amenés sur la zone n'ont détecté aucune odeur. Ils n'ont flairé la piste d'aucun enfant. Le mystère de la disparition reste total, mais une semaine plus tard, un début de réponse va enfin surgir. Le mercredi 7 octobre, 47 jours, soit plus d'1 mois et demi, après la disparition des 7 enfants. Un conducteur de camion d'exploitation forestière roulant sur une piste en terre aperçoit quelque chose de blanc en train de flotter dans la rivière, en contrebas de la route. Le chauffeur va voir de plus près et réalise qu'il s'agit d'un corps décomposé d'une fillette. Le plus étonnant, c'est que l'endroit n'est qu'à 500 mètres au nord de l'école. Sous le choc de la découverte, le Malaisien prévient les forces de l'ordre. La dépouille est transférée à l'hôpital à des fins d'autopsie. Le jeudi 8 octobre, la police malaisienne confirme que le corps repêché la veille est celui de Sasa Sobri, l'une des 7 enfants disparus. Elle a pu être identifiée grâce aux examens post-mortem et à l'intervention de ses parents qui ont fait le déplacement à l'hôpital. Les hommes de loi annoncent avoir aussi découvert au bord de la rivière, mais à 800 mètres de l'endroit où était le corps de Sasa, un crâne et plusieurs côtes appartenant à un autre enfant. Ces ossements sont néanmoins trop anciens pour appartenir à l'un des écoliers. Le vendredi 9 octobre, un nouveau rebondissement survient. Vers 11 h du matin, des militaires participant à l'opération trouvent 2 fillettes très affaiblies, mais vivantes, en train de se cacher sous un arbre. Maigres à l'extrême et le visage émacié, il s'agit de Norian Jacob et Musikanda Aloum, désolé pour la prononciation, âgés respectivement de 10 et 11 ans. Tandis que les secours leur prodiguent les premiers soins, le corps sans vie d'une autre petite fille, Ika Ayel, est découvert à proximité. 3 enfants demeurent portés disparus, Linda, Juvina et Elkal, le seul garçon du groupe. Le samedi 10 octobre à 11h20, un membre des secours tombe sur un corps de petite taille sur une rive de la Sunga Perias, à 10 mètres de l'endroit où Norian et Musika Diaria ont été sauvés la veille.
Il sera identifié comme étant celui de Juvina David, grâce à ses parents qui ont reconnu un collier et un bracelet lui appartenant. Comme pour les autres enfants, une confirmation ADN sera fournie par la suite. Cette série de découvertes concernant des enfants indigènes est vécue comme une tragédie par la communauté. Et elle choque également la nation tout entière. Abondamment couverte par les médias, l'affaire révèle le racisme lat dont fait preuve la population autochtone en Malaisie, mais également le choc des cultures entre la Malaisie moderne de confession musulmane et le Orang Asli, le peuple premier du pays. Dans ce drame, les zones d'ombre ne manquent pas. Comment se fait-il que les 7 écoliers aient disparu sans laisser une seule empreinte derrière eux? Pourquoi les secours ont-ils failli à les trouver si près de l'école? 2 petites filles ont vécu pendant plus d'1 mois et demi à seulement 500 mètres du lieu de leur disparition. On peine à comprendre comment on a pu les louper pendant tout ce temps-là. Pour quelles raisons les chiens ont-ils échoué à les détecter? Comment les 2 fillettes ont-elles fait pour survivre pendant 6 semaines? Leur survie a été jugée miraculeuse par de nombreux observateurs. Et que deviennent les 2 derniers enfants, Linda Rosely et Ekal Jacob? Ils n'ont jamais été retrouvés. Au vu de toutes les questions sans réponse, le destin des 7 enfants Orang Asli reste une énigme. Il est indispensable de préciser le contexte ethno-culturel de ce dossier, plus complexe qu'il n'y paraît. Un article de BBC News de décembre 2015, intitulé « Les enfants fugueurs que la Malaisie n'a pas pu sauver » a apporté des informations indispensables à la compréhension de l'affaire. Il semblerait qu'en 2015, les châtiments corporels étaient monnaie courante à l'école-pensionnat. Même s'ils se sont défendus par la suite, lorsque le scandale a éclaté, les professeurs appliquaient une discipline de fer. Ils nous punissaient même quand nous faisions rien de mal, a avoué l'un des anciens pensionnaires. Il est nécessaire de prendre en compte une autre donnée importante. Pour les jeunes Orang Asli, s'asseoir sagement à un bureau et écouter un maître n'est pas un comportement naturel. D'habitude, ils travaillent dès leur plus jeune âge en aidant leurs parents dans des tâches de cueillette. À l'école de Posto'o, des élèves d'origine indigène étaient fréquemment giflés pour ne pas avoir récité une prière islamique. Or, les Orang Asli ne sont pas musulmans. L'islam, la religion prédominante en Malaisie, l'éducation, la vie moderne ou même la notion du temps sont des éléments qui leur sont totalement étrangers. Dans ces conditions, l'intégration des jeunes autochtones dans la société malaisienne ne peut être que difficile. L'empathie et la douceur doivent être de mise. Si l'incompréhension mutuelle entre les différents acteurs est ici avérée, le pire est à venir. Dans cette affaire, il apparaît que les familles Orang Asli ont fait l'objet d'une véritable défaillance de la part des autorités. Il y a quelques faits qui ont été révélés. Au début des recherches, la police a perquisitionné les foyers des parents d'élèves, persuadés qu'ils cachaient leurs propres enfants. D'après la mère de Noriel, l'une des survivantes, les familles des disparus ont été traitées comme des criminels. Elles n'avaient pas le droit de participer aux recherches dans la forêt. La direction de l'école-pensionnat a quant à elle envoyé des lettres aux parents, les menaçant de radier leurs enfants s'ils ne revenaient pas en classe dans les meilleurs délais. Le plus triste, c'est que, pendant ce temps-là, les petites filles agonisaient dans la jungle. La perte de temps engendrée par ces agissements est inexcusable. Ces précisions apportées, il faut mieux comprendre pourquoi les 7 enfants Orang Asli ont quitté l'école le 23 août 2015. Ils avaient peur d'être punis, et aussi pour quelles raisons les autorités ont été aussi longues à les trouver. Elles ont visiblement perdu du temps au début des recherches, en suspectant à tort les parents de dissimuler leur progéniture, sans compter qu'elles n'ont sans doute pas cherché les enfants au bon endroit. Pour ne rien arranger, il est quasi certain que, déjà effrayés à l'idée de recevoir un châtiment corporel, les petits se sont cachés quand ils ont vu les militaires malaisiens en train de fouiller la jungle. Dans leur esprit enfantin et baigné d'une culture radicalement différente, des hommes en tenue de camouflage et armés représentaient obligatoirement une menace. Malgré son traumatisme,
Norienne Jacob, l'une des deux survivantes, a livré des éléments utiles à la compréhension de la tragédie. Elle a d'abord expliqué qu'après avoir quitté l'école le 23 août 2015, elle et ses camarades s'étaient égarés en voulant rentrer chez eux par leurs propres moyens. À en croire son récit publié par BBC News, Norienne a connu l'horreur. Elle a raconté qu'Ekal, son petit frère, était tombé dans la rivière en voulant boire. Trop épuisé pour lui venir en aide, les autres enfants auraient assisté avec impuissance à sa noyade. Norienne a raconté que pour survivre, elle et son amie avaient mâché des feuilles et grignoté des baies sauvages quand elles en trouvaient. Même si elles se cachaient, comment deux enfants d'une dizaine d'années ont-elles réussi à échapper autant de temps à des soldats dits professionnels? Pour quelles raisons les chiens n'ont-ils pas repéré leurs pistes olfactives? Rappelons que Norienne et son ami ont survécu 6 semaines à seulement 500 mètres de l'école. Est-il vraiment possible que 450 adultes, sans compter les villageois, aient loupé les fillettes qui vivaient quasiment sous leur nez? D'un autre côté, il est surprenant que ces dernières n'aient pas vu ou entendu les habitants du coin. Dans la nature, les sons, voix, bruits de moteur portent loin. Même dans le cas où les enfants craignaient d'éventuelles sanctions, la peur ne suffit pas à expliquer pourquoi elles ne sont pas revenues à l'école. Il est raisonnable de penser que, affamées au plus haut point, elles auraient fini par revenir vers la civilisation. Cette histoire a tellement interloqué et choqué certains locaux que des théories surnaturelles ont vu le jour. Dans un article du Sun Daily en date du 11 octobre 2015, il est indiqué que, selon les guides locaux, les personnes inexpérimentées qui se perdent dans la jungle malaisienne survivent rarement plus de 20 jours, soit 3 semaines. Or, Norienne et son ami ont tenu 47 jours, plus du double de temps. Dans les villages Orang Asli, il se murmure que les 2 fillettes auraient échappé à la mort grâce à l'aide des esprits de l'autre monde. Les autochtones ont même une idée assez claire de la nature de ces entités. Ils les surnomment Orang Bunyan, pour désigner ces habitants de la jungle, invisibles et dotés de pouvoirs magiques. Les membres de la tribu Tenyar, l'un des 18 groupes composant les Orang Asli, utilisent eux le terme Tenrog. En plein cœur du drame, un guide autochtone nommé Anga Shaki a expliqué au journal The Star qu'il était possible que les enfants aient été enlevés par l'un de ces êtres surnaturels. La jungle a de nombreux esprits, a-t-il déclaré. Et les Tenrog aimeraient la compagnie des enfants, si bien que les Orang Asli, conscients des risques, interdisent traditionnellement aux bambins d'entrer seuls dans la forêt. Pour Shaki et d'autres membres de la communauté aborigène, il paraît évident que l'une de ces créatures, appartenant au folklore local, a pris et protégé les 2 petites filles. Dans le passé, un enfant Orang Asli qui s'était perdu dans la jungle a révélé avoir été nourri par quelqu'un. Shaki a ajouté, et c'est le seul bémol qu'il a apporté qu'en général les Tenrog ne gardaient les enfants qu'une semaine avant de les rendre à leurs parents. Aket Bahir, un participant aux recherches des enfants, a déclaré au site internet malaisien Lobak Merah que si les sauveteurs n'ont pas entendu les cris de détresse des fillettes, c'est parce qu'elles étaient gardées par un Tenrog. Par ailleurs, le même site internet a indiqué que les 2 survivantes auraient avoué avoir vécu durant leur absence dans un magnifique village peuplé de belles jeunes filles. Cette information, non confirmée par les autres médias, doit néanmoins être accueillie avec la prudence nécessaire. Que des elfes ou des gobelins peuplant la forêt aient joué un rôle ou non dans la tragédie des enfants, importe finalement peu. Cette affaire de disparition aurait été l'occasion de délier les langues. Plusieurs informations intrigantes relatives au paranormal ont filtré dans la presse malaisienne en 2015. Un villageois de Post-o, du nom d'Alex Long, a apporté des précisions sur les Orang Bunyan et les Tenrog au journal de Malaysia.
Si l'on en croit Long, ces esprits vivraient dans la jungle, plus précisément à l'intérieur de certains types d'arbres et de grottes calcaires. Pour illustrer ses dires, Long a même indiqué une grotte appelée Kaling Peraling, à seulement 10 minutes à pied de son village. La grotte est habitée par les esprits, qui ne posent pas de problème s'ils ne sont pas dérangés. Jemi Anga, un autre villageois, a rapporté une expérience sortant de l'ordinaire. Quelques années auparavant, il s'était perdu dans la jungle près de Post Toho. Après avoir erré pendant 18 heures dans la nature, il a demandé de l'aide aux esprits afin de retrouver le chemin de son village. Ce n'est que suite à cette prière qu'il a réussi à rentrer chez lui. D'après Jemi, et ce n'est pas la première fois que nous avons l'occasion d'entendre ce genre de discours, il faut impérativement respecter certaines règles lorsque vous pénétrez dans la jungle. Leur non-respect peut provoquer la colère des esprits et entraîner des incidents fâcheux. Parmi ces obligations, vous devez demander la permission aux esprits avant de vous engager dans la forêt et éviter de parler à voix haute et de faire beaucoup de bruit. Si les indigènes n'ont pas l'ombre d'un doute sur l'existence des Orang Bunyan et Tenrog dans la forêt malaisienne, certains citadins se posent de sérieuses questions sur leur réalité. Un officier du département de la défense civile, nommé Mohad Youlasmi Mo Youlos, a reconnu publiquement avoir vécu une expérience paranormale lors d'une opération de recherche et de sauvetage en territoire Orang Asli durant l'année 2009. Selon ses dires, Youssof a été perturbé, autant physiquement qu'émotionnellement, par un phénomène inexpliqué dans la jungle. Nous devions atteindre notre campement à 18 heures, le dernier jour, mais nous avons fini par tourner en rond, car nous n'arrivions plus à trouver l'itinéraire. C'est comme si quelque chose avait fermé notre route, a-t-il déclaré au Star le 7 septembre 2015. Arracher des jeunes enfants de leur village, placez-les ensuite dans une école-pensionnat pendant 3 mois, sans les laisser voir leurs parents. Donnez-leur une nouvelle éducation, donnez-leur une nouvelle culture, donnez-leur une nouvelle langue et parfois une nouvelle religion. Et dans une génération, vous obtiendrez des personnes qui ne sont plus Orang Asli. Espérons que de tels événements, alimentés par l'intolérance, l'incompréhension et la peur de l'autre, ne se reproduiront plus à l'avenir. Voici les derniers mots de ses habitants. C'est la fin de cette triste histoire. Je souhaite énormément de courage à toutes ces familles et j'espère du fond du cœur qu'un jour ils sauront réellement ce qui s'est passé. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.